mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 mètres. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui penche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors nous allons parler aujourd'hui dans notre émission Civis Pacem d'une grande exposition qui se tient à la Contemporaine et qui a pour titre Riposte. Riposte au pluriel et avec un point d'exclamation. Cette exposition nous sera présentée par son conservateur, Franck Véron, responsable du département des archives de la Contemporaine. Alors qu'est-ce que c'est que cette Contemporaine? La Contemporaine, pour ceux qui ne la connaissent pas, est à la fois un centre d'archives, une bibliothèque et un musée des mondes contemporains, et elle est spécialisée dans l'histoire des XXe et XXIe siècles. L'exposition Riposte a été inaugurée le 15 novembre 2023 et elle se tient jusqu'au 16 mars 2024. Vous pouvez donc aller la voir. Cette exposition nous intéresse particulièrement car elle présente de très nombreuses archives de lutte et d'action de la période 1970-1974. On peut lire dans le dossier de presse le Peace and Love, la culture hippie et la libération sexuelle ont eu tendance à faire oublier combien, en France, les années 1970-1974 furent traversées par des tensions, des conflits et des affrontements. Ce début de décennie post-68 est largement habité par la figure de la violence, celle de l'État ou celle considérée comme option par les mouvements contestataires. Alors bien sûr, ce sont surtout nous, les mouvements contestataires, qui nous intéressent. Je me suis donc rendu à la Contemporaine le 20 janvier 2024 avec notre ami Joël Vacher, grand collectionneur d'affiches, car c'est lui qui m'avait vanté les qualités de cette exposition. Alors de Paris, nous avons accédé à la Contemporaine par le RER A. Le RER A s'arrête à Nanterre Université. Et dans le grand bâtiment qui est rattaché à l'université et qui est ouvert aussi sur la ville de Nanterre, nous avions rendez-vous avec le conservateur Franck Véron pour une visite guidée. Nous allons donc suivre dans cette émission la présentation de quelques pièces par Franck Véron pour vous donner envie d'aller découvrir
gratuitement pour tous, il faut le souligner, cette exposition Riposte. Alors maintenant, bien sûr, je laisse la parole à Franck Véron. L'exposition, on l'a faite avec un historien qui s'appelle Philippe Artière, qui a écrit avec qui a dirigé avec Michel Zancarini-Fournel un gros volume à la découverte sur les années 68, qui est notamment un spécialiste de ces années-là et qui avait fait en 2018 une exposition aux Archives nationales qui s'appelait 68, les archives du pouvoir. Et c'était vraiment sur 68, vu depuis justement exclusivement les archives publiques, au moment où 50 ans après 68, elles s'ouvraient. Et donc là, c'est un petit peu le pendant de ça, c'est-à-dire là on présente une exposition sur une période un tout petit peu postérieure, mais qui est basée exclusivement sur des archives militantes, des archives militantes conservées à la contemporaine. Donc c'est déjà deux choix forts de l'exposition. Et parmi ces archives militantes, ce qui nous intéresse, nous, ce sont les archives qui témoignent des mobilisations politiques et sociales de la gauche extra-parlementaire dans ces années-là. Donc ce qu'on décrit, c'est quand même une petite partie de l'histoire politique française de ces années-là. C'est aussi l'histoire, par exemple, de la construction de l'Union de la gauche, du programme commun. Il n'en est pas question. Nous, notre sujet, c'est la gauche extra-parlementaire. Et encore plus, notre sujet, c'est la riposte, les ripostes de cette gauche extra-parlementaire à un certain nombre de politiques répressives dans l'après-68. Alors il y a une espèce peut-être de cycle de violence un peu plus grande de cette gauche-là dans ces années-là qui déclenche une répression, ou à l'inverse une répression peut-être qui déclenche des formes de mobilisation différentes. Mais le fil rouge de l'exposition, c'est le rapport de cette gauche extra-parlementaire à la loi, sous toutes ses formes. Et donc toutes les formes d'illégalisme, depuis le plus doux, celui auquel on ne pense pas, par exemple, le fait d'assumer d'avoir aidé à pratiquer des avortements ou d'avoir avorté soi-même, c'est illégal dans ces années-là, donc on est dans le rapport à la loi. L'incitation au refus du paiement de l'impôt, par exemple, sur des choses qui relèvent de la non-violence, mais aussi, peut-être, c'est une question qui revient souvent, la tentation d'actions armées ou d'actions terroristes, même si en France on n'est pas dans ce registre-là. Donc vraiment, c'est ce fil rouge-là, avec aussi le rapport, quand je dis le rapport à la loi, c'est-à-dire la question aussi de l'enjeu de la définition de la nature des actes politiques qui sont ceux de la gauche extra-parlementaire. J'ai évoqué la loi anti-casseurs, son titre exact, c'est la loi visant à réprimer les nouvelles formes de délinquance. Donc du côté du pouvoir, il y a bien la volonté de décrire quelque chose qui relève de l'action politique comme une nouvelle forme de délinquance. Et ça, c'est un enjeu dans le camp de la gauche extra-parlementaire de dire on est allé voler chez Fauchon pour distribuer dans des foyers, mais on fait ça, c'est un acte politique et c'est pas de la délinquance. Donc l'idée de cette première salle, notamment, c'était de mettre face à face la loi et puis la gauche extra-parlementaire. Ce tract qui revendique le vol chez Fauchon, on le montre devant dans cette vitrine là qui fait face à la loi. Et le titre riposte, alors riposte à qui, riposte à quoi? Eh bien, riposte à toutes les formes d'autorité, enfin de répression d'abord politique, policière, et puis aussi la riposte à toutes les formes d'autorité, je sais pas, dans les familles par exemple, dans les lycées, dans les casernes, etc. Et c'est ce qu'on déploie dans la deuxième salle. L'expo, elle est organisée en deux salles. La première, ça s'appelle les forces en présence. C'était un terme qu'on trouvait dans les documents d'époque, qu'on pouvait avoir sous les yeux. Et puis la deuxième, ça s'appelle le champ de bataille. Et donc dans la deuxième, on va déployer, qui est construite totalement différemment, on va déployer autour de quelques grands chapitres, notamment par exemple informer, dénoncer, soutenir, désobéir, riposter. On va montrer un certain nombre d'actions de l'époque, mais encore une fois, c'est pas une exposition sur toutes les actions de cette époque, mais plutôt celles qui entretiennent un rapport direct avec la loi, enfin d'opposition à la loi. Effectivement, ça démarre en 68, là, puisqu'on voit un slogan de 68, tout pouvoir abuse, ouais. Le pouvoir absolu abuse absolument. Mm-hmm. Donc vous avez eu l'idée de le mettre ça à l'entrée de l'expo. Donc c'est tout ce qui suit 68. Oui, exactement. Et d'ailleurs, une des premières parties, c'est dans la première salle, donc les forces en présence, on essaye aussi de montrer ce que des militants de cette gauche extra-parlementaire de ces années-là avaient en tête, on dit en tête, à l'esprit, en mémoire. Ah, voilà, et en mémoire notamment, alors évidemment, tout ça s'inscrit vraiment dans l'après 68. La figure de la répression, c'est Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, qui est nommé ministre de l'Intérieur fin mai 68.
qui est ministre de l'Intérieur. En 68, il y a quand même quelques morts, on a tendance à l'oublier, notamment Gilles Totin, le 10 juin, les 2 morts de Sochaux, le 11 juin, et ces 3 personnes meurent alors que Raymond Marcellin est déjà ministre de l'Intérieur. Et lui, pour le coup, il couvre vraiment notre période, parce qu'il est ministre de l'Intérieur de mai 68 jusqu'à printemps 74 et la mort de Georges Pompidou. Et effectivement, dans les mémoires de l'époque, il y a plusieurs mémoires, et notamment celle de 68, mais dans les années qui nous intéressent, c'est à la fois la mémoire, ou en tout cas l'écho de l'espoir révolutionnaire de 68, mais aussi la mémoire de la répression. C'est ce qu'on montre sur le petit panneau à gauche ici. Ces photos-là, elles viennent des archives d'un commissaire de police qui était aussi historien, Jacques Delarue, qui nous a donné ces archives. On a mis cette image-là parce que... Image du Nouvel Observateur. Hein. Ouais, une du Nouvel Observateur en mai 68, où on voit un jeune homme avec le visage ensanglanté. Et cette figure du manifestant, le visage ensanglanté, on la retrouve à plusieurs reprises dans l'exposition. Et évidemment, mais je pense que vous allez me faire la remarque assez rapidement, c'est une expo qui traite d'une période qui est ancienne, 50 ans, on a tendance à l'oublier, parce que là, je sais que c'est une période que vous connaissez, mais quand on s'adresse à de jeunes étudiants, c'est très loin, en fait, tout ça. Et en même temps, c'est une période où il y a beaucoup d'épisodes qui renvoient qui ont un écho très contemporain. Le visage ensanglanté, un visiteur nous parle des gilets jaunes, par exemple. Donc, et c'est effectivement ce qu'on souhaitait aussi montrer. Après, sur cette question des échos contemporains, il faut aussi quand même se méfier des anachronismes, parce qu'on est encore une fois, c'était il y a 50 ans, et c'est une époque complètement différente. Sur un sujet qui peut vous intéresser, par exemple, typiquement sur la question de l'objection de conscience, quand on parle de ce sujet, alors on a des vitrines qui évoquent ce sujet dans la deuxième salle, mais quand on en parle à des jeunes étudiants aujourd'hui, il faut commencer par leur expliquer qu'il y avait le service national obligatoire, et que c'était pour les garçons la question du sursis quand on faisait des études, que c'était des enjeux très importants. Et pour eux, aujourd'hui, c'est des choses vraiment oubliées, ça. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais un des objets de cette expo, même si elle est dense, il y a des lectures un peu subtiles possibles, mais l'idée, c'était quand même de s'adresser à un public de gens qui ne connaissent pas cette période-là. On évoque la mort de Pierre Auvernais, mais ça ne dit plus rien aux étudiants. Nous regrettons, comme Franck Véron, que des événements de riposte, que des événements de révolte relativement récents ne disent plus grand-chose aux étudiants. Alors c'est pour cette raison que le public des 30 000 étudiants de l'université de Nanterre, que ce public est invité à visiter l'exposition et même à y revenir plusieurs fois pour consulter toutes les pièces. Et c'est gratuit. Dans le dossier de présentation, Philippe Artière et Franck Véron écrivent: nombre de sujets de l'époque restent cependant très contemporains. Qu'il s'agisse par exemple du questionnement de la violence légitime de l'État, de l'intervention de nouvelles pratiques militantes plus ou moins volontairement désobéissantes, ou des réflexions sur l'engrenage répression-radicalisation, défendu alors par des représentants d'une jeunesse, entre guillemets, d'une jeunesse que l'avenir inquiète trop souvent, fermez les guillemets, affiche de l'atelier populaire de l'ex-école des Beaux-Arts en 1968, le recours à des formes d'action directe, illégales, est-il inévitable pour espérer, entre guillemets, changer la vie? Les débats sur la légitimité des diverses formes de riposte militantes sont toujours d'une vive actualité. Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crivines, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ah, l'État policier, ah, l'État policier, ah, l'État policier.
Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbouzes, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Ah bas l'État policier, ah bas l'État policier, ah bas l'État policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Ah bas l'État policier, ah bas l'État policier, ah bas l'État policier. Cette chanson de Dominique Grange, qui date de 1968, a été reprise par des jeunes dans des manifestations récemment. À bas l'État policier est encore aujourd'hui d'actualité. Et l'exposition Riposte de la contemporaine que le conservateur Franck Véron nous fait visiter actuellement est apparemment aussi faite pour rappeler aux jeunes les luttes menées par les anciens contre la répression d'État. Oui, par exemple, le nom d'Alain Gesmar, c'est un nom qui ne dit plus grand-chose à un certain nombre aux jeunes d'aujourd'hui, quoi. Et c'est pas très grave, mais il faut en prendre acte dans nos explications. Alors qu'avec Cohn-Bendit et Gesmar, ils étaient ensemble. Oui, même Cohn-Bendit, je ne sais pas si c'est un nom qui résonne vraiment chez les jeunes aujourd'hui, hors du monde un peu militant, je ne sais pas. Et donc cette première petite alcôve, on va dire, c'est sur la question des mémoires présentes dans ces années-là, et notamment à l'université, là, il y a un laboratoire d'excellence qui s'appelle les passés dans le présent. Et on est vraiment dans ce sujet-là, et c'est frappant, par exemple, de Dominique Grange, les nouveaux partisans, rien que le titre, le mot partisan, ça renvoie vraiment, j'ai dit qu'on montrait que des pièces d'origine militante, là c'est pas le cas pour l'affiche rouge, parce que c'est une affiche de la propagande nazie, mais en tout cas, dans la chanson de Dominique Grange, il y a vraiment cette référence aux partisans de la Deuxième Guerre mondiale. Et le dernier paragraphe, elle dénonce les traîtres, sans nommer le Parti communiste, mais ceux qui ont désarmé les résistants à l'issue en 44. Et c'est vraiment, alors dans les mémoires de ces années-là, le sous-texte aussi, c'est souvent une critique du Parti communiste et de la CGT. Par exemple, c'est le cas en 1971, c'est le 100e anniversaire de la Commune. Donc il y a à la fois une évocation de la mémoire active, militante, positive de la Commune, mais aussi une manière de concurrencer les célébrations qu'organise le Parti communiste de ce centenaire. Ça, il y a vraiment cette dimension-là, et l'évocation, notamment alors je l'ai pas dit, mais nous, il y a sans doute une surreprésentation dans les fonds d'archives qu'on conserve des archives maoïstes. Notamment parce que les anciens maoïstes se sont organisés assez vite. D'abord, leurs partis ont disparu, donc ils avaient plus de temps pour s'intéresser à leur histoire, alors que on a les archives de la Ligue communiste révolutionnaire, par exemple, mais où il y a plein de trous dans les archives, parce qu'ils étaient toujours pris par l'action politique plutôt que par la constitution de leurs archives. Et en tout cas, chez les maoïstes, pour revenir à Dominique Grange, puisque les nouveaux partisans, c'est un peu l'hymne de la gauche prolétarienne. Chez les Mao, il y a vraiment cette référence récurrente au FTP-MOI, et notamment parce que c'est la présence d'immigrés dans un mouvement de résistance, c'est la défense de la lutte armée, et c'est aussi une critique du Parti communiste et de son attitude à la libération. On va pas commenter chacune des pièces, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les passés s'inscrivent dans le présent, mais sont un petit peu parfois tordus. Alors j'évoquais par exemple la mémoire de la guerre d'Algérie, c'est vraiment le cas. Là on montre une affiche de 62 après le massacre, une affiche du Parti communiste après le massacre de Charonne. Mais il se trouve qu'en 1971, Massu publie un ouvrage de mémoire dans lequel il défend la torture. Donc ça remet Massu et la torture dans l'actualité. Ouais. Et puis en 1972, c'est le 10e anniversaire du massacre de Charonne. Et on montre les affiches, cette affiche On assassine à Paris, qui est un appel à une manifestation le 25 février 72 au métro Charonne. C'est pas un hasard si c'est au métro Charonne. D'ailleurs, explicitement, en bas de l'affiche et du tract,
il est fait mention de la... Alors, à la fois, on s'inscrit dans cette mémoire-là, puis, je disais, on la tord un petit peu, sans que ce soit complètement faux, mais on la tord en disant, il y a 10 ans, dans la lutte contre le racisme. Parce que c'était pas l'objet de la manifestation de Sharon. Ouais, c'était une manifestation contre l'OAS. Donc, enfin, contre les violences, les crimes de l'OAS. Donc c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Tout à fait exact. Et cette manif, elle est importante. On a insisté dessus aussi, à la fois par cette inscription dans l'histoire de la mémoire de la guerre d'Algérie, et puis aussi parce que c'est un tract pour cette manifestation que distribuait Pierre Auvernais devant l'usine Renault lorsqu'il a été assassiné. Et donc la manière aussi dont on a pensé l'expo, c'est que des choses qu'on montre à différents endroits vont trouver des échos dans la deuxième salle. Sharon, c'est un métro, c'est quoi? Une bouche ouverte à la rue qui nous fait chanter quelquefois des souvenirs qui nous remuent. Y a des sentiments qui résonnent, page noire de l'histoire de France. Y a des petites idées qui dansent, ça y est, nous voilà à Sharon. Sharon, c'est un métro, c'est quoi? On s'y arrête quelquefois. Rue des Boulets, Sharon, Voltaire, en 62, c'était la guerre. Sharon, c'est un métro, c'est quoi? Quand j'entends parler de Sharon, j'entends des cris, j'entends des voix, le fascisme ne passera pas. Sharon, c'est un métro, c'est quoi? Un jour de manif à Paris, un jeudi noir, il faisait froid, les journaux titraient Algérie. Sharon, c'est un métro, c'est quoi? La nuit tombée, ils étaient là. La manif était interdite pendant la guerre, pas de politique. Sharon, c'est un métro, c'est quoi? Pour des militants ouvriers, que ce soit ici ou là-bas, contre la guerre, faut résister. Sharon, c'est un métro, c'est quoi? On était loin de la bavure. La police avait tous les droits, carte blanche de la préfecture. La police a cogné, jeté dans la bouche ouverte à la ville. Massacré, piétiné, frappé, écrasé sous le poids des grilles. Sharon, c'est un métro qui saigne. Les cris, les voix hurlent encore. Les larmes des lacrymogènes, 3 filles et 6 garçons sont morts. Sharon, c'est un métro, c'est qui? Quand j'entends parler de Sharon, c'est la Palestine qui résonne, et l'Algérie, celle d'aujourd'hui.
j'ai dit qu'on avait beaucoup d'archives Mao et on montre beaucoup de pièces Mao, de la gauche prolétarienne, la cause du peuple, mais Champ Libre a aussi le mérite de publier en 1971 Les habits neufs du président Mao de Simon Leys, et c'est quand même un livre vraiment important qui dès 71 explique ce qui se passe, ce qu'était réellement la révolution culturelle en Chine, et qui était très loin de la lecture que les militants maoïstes pouvaient en faire ici. La même année, dans la même époque. Oui, à la même époque, oui. La révolution culturelle. Ouais. Alors il y a marqué Nous sommes tous des groupuscules, Gilles Deleuze et Félix Guattari, psychiatre. et une grande photo, on voit Jean-Paul Sartre. C'est une grande photo sur laquelle on voit Deleuze, Sartre et Foucault, et la photo témoigne d'une mobilisation début 1972, une manifestation du groupe Information Prison, place Vendôme. On est dans le couloir du ministère de la Justice, place Vendôme. Et cette manifestation, elle nous intéresse parce que, comme je le disais tout à l'heure, le fil rouge de l'exposition, c'est le rapport à la loi. Et là, en l'occurrence, c'est une manifestation illégale. Et c'est pour ça qu'on voit des policiers, ils sont en train de les repousser hors du couloir. C'est extraordinaire de les voir parce que avec des gants, rien, pas de matraque. Gentiment comme. Très très gentiment. Hein. Les bonnes manières se sont perdues aussi dans la police. C'est aussi, ça renvoie aussi à la manière dont, notamment Sartre, Jean-Paul Sartre, à cette époque-là, peut être utilisé entre guillemets par les groupes Mao, notamment après l'interdiction, il y a des interdictions ou des saisies successives de La Cause du Peuple, le journal de la gauche prolétarienne, et après l'arrestation de 2 directeurs de publication successifs, Jean-Paul Sartre va devenir le directeur de publication qu'on met en avant pour essayer d'éviter les saisies. Mais en tout cas, oui, la dimension interdite de cette manifestation nous intéressait. Et puis là, Juliette est devant un document qui nous intéressait beaucoup. En fait, c'est un journal à numéro unique qui paraît en 1973, au printemps 73, qui est édité par plus d'une centaine d'éditeurs différents ou de directeurs de publication. Ça s'appelle L'Insaisissable, c'est un journal grand format de 4 pages. Dans notre catalogue, on a un article qui est consacré à ce journal-là, et là on l'a montré de telle manière qu'on puisse voir les 4 pages, parce qu'en fait c'est un journal qui dénonce la censure, et donc qui recense un certain nombre de cas de censure dans les journaux, dans l'édition, à la télévision. Alors des cas de censure très connus, balle tragique à Colombey, un mort, qui mène à l'interdiction de Harakiri Hebdo et donc à la naissance de Charlie Hebdo. Mais j'évoquais François Maspero. Sur la première page, il y a aussi un texte qui recense un certain nombre de titres interdits, publiés par les éditions Maspero et qui lui valent des amendes ou des saisies. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai évoqué la loi anti-casseurs, qui est quand même un moment fort de la période qui nous intéresse au printemps 1970, mais toutes ces poursuites et ces saisies, elles ne s'appuient pas sur la loi anti-casseurs, mais elles s'appuient sur la loi de la liberté de la presse de 1881, dans laquelle, par exemple, Maspero, il est souvent poursuivi. C'est un décret qui dans les années 30, met à jour cette loi, et il est souvent poursuivi du fait de la provenance étrangère de ses publications. Et c'est périodique en particulier. La tricontinentale, on le montre. Et la tricontinentale, c'est un cas intéressant parce qu'on montre des dos de couverture où il y a, par exemple, on voit un fusil à pompe et il expliquait comment s'en servir. Il y a une espèce de vadémécum, comment détruire un char, etc. Et quand on regarde ça, on se dit, voilà la raison pour laquelle c'était interdit. Et en fait, non, l'interdiction, c'était la provenance étrangère. C'est la tricontinentale, c'était une revue de l'OSPAL publiée à Cuba en différentes langues. Et après que les premières éditions cubaines en français étaient interdites, Maspero a essayé d'en faire une en rajoutant des textes d'intellectuels français, en disant que ça passerait, et malgré le rajout de textes, ça restait considéré comme de provenance étrangère, et elle est restée interdite jusqu'en 81. Si tu veux enregistrer du bien de Mitterrand, voilà, c'est quand même l'arrivée de la gauche au pouvoir qui a permis de sortir. Par exemple, un des sujets, c'est l'existence aussi de la Cour de sûreté de l'État pour juger les militants politiques. Voilà quelque chose aussi qui est aboli avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Oui. Je vous rappelle que c'est Franck Véron, conservateur à la Contemporaine, qui nous fait visiter l'exposition Riposte. Je vous rappelle aussi que cette exposition se tiendra jusqu'au 16 mars 2024 et que des rencontres, des conférences, des projections, des lectures, des visites guidées sont organisées régulièrement autour de l'exposition.
Le calendrier de ces événements culturels est à retrouver sur le site de la Contemporaine. Et maintenant, nous continuons la visite avec Franck Véron. Et donc l'autre petite partie ici, c'est évidemment, depuis le début, je parle de la France, mais les mouvements militants de ces années-là, révolutionnaires, s'inscrivent évidemment dans une géographie qui dépasse largement les frontières de l'Hexagone. Et on évoque, même si ça reste ici seulement une évocation, mais la question de la guerre du Vietnam, qui vraiment, sur ces années-là, les mobilisations commencent dès le milieu des années 60, mais sur ces années-là, c'est très présent pendant toutes les années qui nous intéressent. La question des échos en France de la révolution culturelle chinoise. Donc là aussi, comme j'évoquais tout à l'heure le livre de Simon Leys, qu'on laisse feuilleter ici dans l'espace où les choses sont accessibles, et puis dans la petite vitrine qui est consacrée à la révolution culturelle, on a voulu, cette semaine on a fait une visite subjective avec Laurent Jean-Pierre, le professeur de sciences politiques, et il disait il y a beaucoup de vitrines où on a mis des choses qui font un peu électricité, et effectivement il y a cette idée-là, parce que on montre vraiment de la pure propagande chinoise, avec évidemment le petit livre rouge, et puis aussi des publications officielles chinoises. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans ces publications-là, c'est la force de frappe de la Chine révolutionnaire de ces années-là, qui paraît comme le lieu de la révolution la plus neuve, d'une certaine manière même, une révolution libertaire, si c'est pas complètement paradoxal pour la Chine. Et la puissance de frappe, on la voit, parce que c'est une revue mensuelle éditée et publiée en Chine, et il y a une édition en français, et ça paraît aussi en chinois, mongol, tibétain, ouïghour, coréen, tchouang, russe, anglais, allemand, français, japonais, vietnamien, indonésien, hindi, espagnol, arabe, suédois, swahili et italien. Et c'est parfaitement illisible aujourd'hui, et ou en tout cas, ce qui est frappant quand on les regarde aujourd'hui, ces revues, c'est que la propagande saute aux yeux. Et ce qui est très étonnant, c'est que les militants maoïstes de l'époque, je ne sais pas s'ils lisaient vraiment ça, mais en tout cas cet aspect propagande ne leur paraissait pas véritablement frappant. Et donc pour faire un peu peut-être d'électricité dans la vitrine, et en tout cas décontaminer ces productions-là, on a montré aussi, on remontre la jaquette des habits neufs du président Mao, 71, et puis aussi le livre Révocu dans la Chine Pop, en 10-18, qui est édité par René Viennet, qui était un situationniste lui aussi, et ce sont des ouvrages qui en 71-74, d'abord sont des ouvrages très informés, qui expliquent vraiment ce qui se passe pendant la révolution culturelle chinoise, puis qui donnent tous les éléments pour montrer que tout ça est, comme le dit Simon Leys, une lutte de pouvoir à la tête du PC chinois, mais qui n'a rien à voir avec des mobilisations réelles, qui seraient des mobilisations à la base, qui ressembleraient aux mobilisations des Mao en France. Donc le Vietnam, la révolution culturelle chinoise. Alors sur le Vietnam aussi, il y a une vitrine là où on a voulu montrer, comme on est à Nanterre, sur le campus de Nanterre, c'est un certain nombre de pièces, brochures, tracts, etc., diffusées à Nanterre dans ces années-là sur le campus et collectées sur le campus de Nanterre. C'est évidemment dans nos collections, on a beaucoup de choses de ce type-là. Le fond dont sont issues ces choses-là, c'est à peu près 1,50 m linéaire de ce type de pièces, toutes venant de Nanterre. Et ça aussi, les étudiants d'aujourd'hui, je pense qui se souviennent pas véritablement de l'effervescence politique sur ce campus dans ces années-là. Alors le samedi 3 février, là on fait l'après-midi, on a fait plusieurs journées, ce qu'on appelle des visites subjectives, et le 3 février, on en fait une autour justement de ce qui s'est passé à Nanterre. Les années de riposte à Nanterre. On a invité des anciens militants politiques du campus, et puis des gens du bidonville aussi, il y avait encore le bidonville, et comment les mobilisations des étudiants pouvaient toucher ou pas la population habitant Nanterre ou les environs. Parmi les figures modèles, avec tous les guillemets possibles, révolutionnaires de l'époque, il y a évidemment le guerriero latino-américain, et tel qu'il peut être incarné dans la figure du Che, et notamment dans le martyr du Che. Là, c'est ce qu'on essaye de montrer. Les images qui montrent sa mort et l'exhibition de son corps, c'est quasiment le Christ révolutionnaire. Et on montre que dès ces années-là, et notamment dans des productions cubaines, il y avait déjà une véritable théorisation du Che. Ça, c'est un ouvrage de coloriage qui est publié au milieu des années 60. On peut, pour les enfants, on peut colorer la belle aventure du Che. Et que les pièces qu'on montre sont toutes des pièces originales. Quand ce sont des repros, elles sont à la taille de l'original, sauf pour ces deux affiches-là. Et en fait, de la cause du peuple et puis de la... Celle-ci, c'est une affiche du Secours Rouge, fin 70. Et la deuxième, c'est une affiche qui est postérieure à la dissolution de la Ligue communiste en juin 73. Et en fait,
on pourrait dire, même si c'est très caricatural et en partie faux, mais il y a 2 événements importants dans les années qui nous intéressent là. Le vote de la loi anti-casseurs en juin 70, et puis cette dissolution de la Ligue communiste en 73, à l'issue d'une manifestation contre un meeting d'ordre nouveau à la Mutualité. C'est une grosse manifestation armée, organisée, violente, avec sans doute en face volontairement des sous-effectifs policiers il y a quelque chose de l'ordre, pas du complot, mais en tout cas volontairement de mettre des sous-effectifs, et donc évidemment ça dégénère, et des policiers sont blessés, bref, et tout ça débouche sur la dissolution de la Ligue communiste, ce qui est une catastrophe pour une organisation comme celle-ci, qui cherche à construire un parti et à être c'est pas une organisation, de lutte armée, la Ligue communiste, pas du tout. Donc, ce qui nous intéressait, c'était la dissolution, et c'est aussi, je l'ai dit au tout début, on évoque très peu la gauche parlementaire, et c'est des moments, celui-ci, le vote de la loi anti-casseurs, où l'ensemble des forces de gauche se réunissent. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais ouais, mais cela c'en est, où l'ensemble des forces de gauche se réunissent pour dénoncer la répression. C'est signé Alain Krivine. Oui, là, cette proclamation-là, mais après la dissolution, Pierre Rousset et Krivine sont prisonniers, donc les deux dirigeants de la Ligue communiste, mais il y a un meeting, si je dis pas de bêtises, au Cirque d'hiver. C'est le Cirque d'hiver, c'est le nom, rue Hamelot, je sais jamais. Oui, à Lyon, il y avait le Palais d'hiver, et je mélange les deux, le Cirque d'hiver, et il y a un meeting unitaire. Donc c'est vraiment un moment unitaire. Et là, cette affiche-là, c'est une affiche donc de l'automne 70. L'année 70, c'est le moment sans doute où il y a le plus de violences de toutes sortes, et aussi le plus de répression et de militants emprisonnés. Alors ce qui est intéressant, ce qui nous intéressait sur cette affiche, c'est d'abord de voir que parmi les militants emprisonnés, il y a des gens connus et des pas connus. Alain Gesmar, par exemple, parmi les gens connus, de voir aussi les raisons pour lesquelles les personnes sont arrêtées et emprisonnées. Par exemple, 30 ans, arrêtés et eux à Paris pour fort de cause du peuple. Je dis arrêtés et eux parce que souvent, régulièrement, les visiteurs de l'exposition nous disent mais on voit pas beaucoup de femmes dans cette exposition. Et de fait, alors je trouve que ce qui est intéressant, c'est que cette question soit récurrente, parce que c'est vraiment une manière dont aujourd'hui on visite les expos. On cherche les femmes d'une certaine manière. Et en fait, d'une part, elles étaient peu présentes dans les pièces qu'on a vues. Nous, on est parti de ce qu'on avait sous les yeux. Mais en revanche, dans les actions, les mobilisations, elles étaient bel et bien présentes. Et en prison, elles étaient présentes aussi. Arrêtées et eux. Et puis on voit, il y a des noms Annie Gouet ou des choses comme ça. Et là, je vous le dis là maintenant, mais souvent, en fait, les gens nous font cette remarque dans la deuxième salle. Et on les ramène ici en leur disant mais les femmes vous les avez eues sous les yeux et vous les avez pas vues en fait parce qu'on soulignait pas leur présence dans les productions de l'époque. Et puis après l'autre aspect mais vraiment important là pour le coup c'est encore une fois le sujet de l'expo, c'est le rapport à la loi, à l'illégalisme. Et en fait les femmes on les montre dans une vitrine autour de la question de l'avortement parce que là pour le coup il y a vraiment ce sont les femmes qui vont assumer une action, enfin en tout cas qui ont assumé d'avoir effectué quelque chose d'illégal. Nous qui sommes passés, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continuum, le vol de femmes esclaves, elles brisent nos entraves, debout, debout. Asservi, humilié, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, le vol de femmes esclaves, et brise nos entraves, debout, debout, seul dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de nous se séparer, le vol de femmes esclaves, et brise nos entraves, debout, debout, le tas de la colère, les femmes, notre tas est arrivé, connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre l'ensemble Paradis interpréter la célèbre chanson intitulée L'hymne des femmes, que tout le monde connaît bien sûr. Vous avez entendu aussi dans cette émission Franck Véron, conservateur à la contemporaine de l'Université de Nanterre. Il a organisé pour nous une visite guidée de l'exposition Riposte. Les documents sont exposés dans 2 grandes salles sur les murs, dans des vitrines, dans des bibliothèques. Et la visite continue maintenant dans la plus grande salle où des panneaux marquent les périodes des ripostes à travers le monde et les thèmes développés. Et là, les dossiers, ça pourrait être les grandes lettres qu'on voit pendre: informer, soutenir, dénoncer, riposter, désobéir. Et en tout cas, c'est organisé de cette manière-là, mais on a voulu volontairement que les chapitres, on va dire, n'apparaissent pas trop. Il y a quand même des textes introductifs, mais donc il y a cette dimension thématique. Autour de la salle, il y a une frise chronologique qui nous permet, là aussi, comme on l'a fait dans la 3e salle, dans la 3e petite alcôve de la première salle, de rappeler de rappeler que tout ça s'inscrit dans une géographie mondiale, et que donc dans d'autres pays, notamment par exemple, comme on nous pose souvent des questions sur le terrorisme, il y a tout un tas d'éléments sur ce qui se passe à la même époque en Italie ou en Allemagne, par exemple, dans des conditions, d'une manière totalement différente de la France, ne serait-ce par exemple que parce que ces pays ont une histoire différente au XXe siècle. On rappelle aussi, là aussi c'est souvent oublié, mais que aux frontières de la France, par exemple au sud de la France, Franco est toujours au pouvoir. Oui. Tout ça, Denis, ça ne te surprend pas, mais pour des étudiants, parfois ils sont très très étonnés. Il y a un régime violemment répressif ici, et dans la frise, on rappelle par exemple l'exécution au printemps 74 de Puig-en-Tiche. Alors, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, on dit Puig-en-Tiche ou Puig-en-Tic? Voilà, moi je parle pas catalan, mais c'est Puig-en-Tic. Antique. Ok, ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Voilà. Moi j'avais toujours entendu Puig-en-Tiche. Donc en tout cas, voilà un événement important. Et donc les éléments qu'on présente, alors évidemment c'est pas une histoire internationale de ces 4 années. On a choisi un certain nombre d'éléments dont on trouve des traces ensuite dans les pièces qu'on montre dans les vitrines. Donc par exemple sur l'exécution de Puig-en-Tic, on a aussi une vitrine dans le chapitre qui s'appelle Soutenir, où on rappelle d'abord les mobilisations de soutien au moment du procès de Burgos en 1970, qui débouche quand même sur une victoire, puisque ceux qui étaient condamnés à mort ne seront pas exécutés. Et en revanche, on montre aussi des éléments relatifs à la mobilisation fin 73, début 74, en défense de Puig-en-Tic, et là avec sans succès, puisqu'il est exécuté. Et on évoque aussi à ce moment-là, puisque souvent aussi les gens nous posent la question du terrorisme d'action directe, qui est un terrorisme d'une période postérieure, mais c'est quand même dans ces années-là, début 74, que naissent les GARI, dont sont issus une partie ensuite des membres d'Action Directe. Donc on montre quelques pièces autour de ces sujets-là. On montre aussi, alors on rappelle, j'ai évoqué la bataille de l'information. Ce qui structure un peu la frise, c'est au début des unes de Politique Hebdo, un hebdomadaire qui est créé dans ces années-là, qu'on a oublié complètement aujourd'hui. Et puis aussi à partir du printemps 73, la naissance de Libération, qui devient un journal important aussi, qui est issu pour partie des mobilisations de ces années-là. Et puis on a 3 images de répression, 3 images mouvantes, comme on appelle ça, oui. 3 extraits d'actualité. L'une, c'est la répression du mouvement du Bloody Sunday en Irlande début 72. Là, c'est une répression qui a de l'écho en France. Dans la première salle, on montre quelques photos d'une manifestation du Secours Rouge après ce moment de répression. Et ça a des échos, la situation irlandaise a des échos en France aussi, notamment parce que dès 71, il y a une répression un peu violente qui se met en place en Irlande, avec aussi des lois, je ne sais pas si ce sont vraiment des lois, mais des modalités d'internement administratif. Et ça, c'est des choses qui inquiètent les militants français, parce que souvent la manière dont les militants voient en tout cas les militants qui nous intéressent, voient l'actualité politique internationale, c'est sous l'angle d'une possible répression. J'ai évoqué Franco, il y a la Grèce des colonels, là on montre des images du coup d'état de Pinochet en 73. Donc il y avait déjà auparavant des réflexions sur ce qu'est l'armée,
Est-ce qu'en cas d'insurrection ou de mouvement révolutionnaire en France, l'armée pourrait intervenir comme un acteur contre-révolutionnaire? Il y avait cette question-là. Et évidemment, les événements du Chili, ça joue aussi dans ces analyses-là. Et puis les images du milieu, c'est l'arrestation de Bader en juin 72 en Allemagne. Donc voilà, c'est sans doute des images qui ont eu moins d'écho que les deux autres immédiatement, mais ça nous permettait aussi d'évoquer la chronologie différente des événements en Allemagne, là pour le coup. Et l'année 72, dans les vitrines, on voit qu'elle est importante en France aussi, d'une part avec en février l'assassinat de Pierre Auverney et la tentation de venger cet assassinat. On montre un certain nombre de pièces, notamment le livre d'or par exemple, lors de son enterrement, où ce qui est écrit c'est il faut venger Pierrot, on va venger notre camarade, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire venger? Et donc la gauche prolétarienne, alors il y a quelque chose de très étonnant, c'est que la gauche prolétarienne elle est dissoute par le gouvernement avant même le vote de la loi anti-casseurs, dès mai 70. Mais finalement elle continue quand même à exister autour de la cause du peuple, par exemple, et souvent, alors même qu'elle est dissoute, on continue à dire la gauche prolétarienne, et même, c'est une situation tellement ambiguë qu'en 1973, elle s'autodissout. Et c'est quand même un cas curieux d'une organisation qui s'autodissout alors qu'elle était dissoute officiellement par le gouvernement depuis 3 ans. Bref. En tout cas, au moment de la mort de Pierre Auverney, il y a quand même du côté de la cause du peuple et des militants maoïstes de l'ex-gauche prolétarienne et de la NRP, l'organisation clandestine Nouvelle Résistance Populaire, une espèce d'incitation à venger la mort de Pierrot. Et ils vont enlever un cadre de Renault, Robert Negrete, mais il l'enlève quelques jours et il le libère sans le tuer d'une part, et en l'ayant très bien traité. Pour l'anecdote, ce qui est discuté souvent dans les pièces, c'est qu'ils s'étaient organisés pour qu'il puisse suivre son régime sans sel. Et les militants de la NRP, ensuite, il y a un numéro de la cause du peuple, où c'est dans la vitrine derrière, où les militants de la NRP répondent à 10 questions à propos de l'enlèvement de Negrete, et la question numéro 3, c'est pourquoi le régime sans sel? Et donc ils sont obligés d'expliquer pourquoi ils ont été très gentils. J'évoquais aussi les moments où il y a une espèce d'unité de la gauche pour dénoncer un moment de répression. Pour la mort de Pierre Auverney, c'est le cas aussi. On montre aussi, là, par exemple, le PSU fait aussi un numéro spécial. Et là, c'est le tract « Quelle peine mérite Tramoni ?» Et il y a une sorte de petit sondage. Et la 4e case, c'est « Tramoni mérite-t-il d'avoir une balle dans la peau ?» Et il y a vraiment cette tentation-là. Et effectivement, il est assassiné en 77. C'est un attentat qui est revendiqué par les NAPAP, noyau pour l'autonomie prolétarienne. Je ne me souviens plus j'ai un doute, il faudra vérifier. En tout cas, c'était les NAPAP, et le nom du commando NAPAP, c'est NAPAP Pierre Auverney. Et même plus tard, quand Action Directe assassine Georges Besse, le PDG de Renault, c'est signé commando Pierre Auverney. Oui, chez ces militants-là, il y avait quand même le souvenir de cet assassinat-là. Et c'est vraiment un moment important, à la fois, effectivement, en termes de bascule possible. C'est un moment important aussi sur un mode plus anecdotique, mais à l'époque, sur cette bataille de l'information, un certain nombre de militants, notamment d'origine maoïste, avaient créé l'agence de presse Libération. Et un photographe de l'agence de presse Libération, donc leur idée, c'était de concurrencer l'agence France Presse, pour ainsi dire, de créer une agence de presse susceptible de rendre compte vraiment de la réalité de la vie quotidienne du monde ouvrier, militant. Et lors de l'assassinat de Pierre Auverney, un photographe de l'APL est présent, et on voit, c'est un peu comme pour le meurtre de Naël, en fait, plus récemment. Il fait des photos on voit vraiment sur la deuxième photo Tramoni avec son flingue ici, et Pierre Auverney à gauche avec un gourdin à l'entrée. Et donc l'assassinat est filmé. Et l'APL arrive, donc ça se passe dans l'après-midi du 25 février, le jour de la manifestation qu'on a évoquée au début. Et dès le soir, en fait, les photos circulent et sont montrées au journal de 20h de l'ORTF. Et en fait, c'est aussi le moment qui assoit la légitimité de l'agence de presse Libération. C'est un moment important pour cette agence. L'enterrement de Pierre Auverney, c'est 200 000 personnes, c'est une énorme manifestation qui va jusqu'au Père-Lachaise et qui se termine par un discours. Donc là, on voit Alain Gesmar. Ça, c'est le boulevard devant le Père-Lachaise. Et Alain Gesmar qui parle à la tribune montée derrière le mur
Et on trouvait que c'était une image intéressante parce que ça renvoie à des images de discours sur la place Rouge ou la place Tiananmen avec ses grandes tribunes et ses défilés devant. Et puis la présence de Gesmar aussi à ce moment-là. Ça, c'est le livre d'or où effectivement un autre camarade Pierrot, Vengeance, Nous te vengerons Pierrot, etc. Et ça, c'est peut-être un des motifs qu'on retrouve et un des sujets qui pose question, enfin qui incite à réfléchir, je trouve, dans cette exposition, c'est que on manie depuis le point de vue de la gauche extra-parlementaire des notions comme la justice populaire ou la vengeance ou la vigilance, qui sont des notions qui sont un petit peu qui peuvent être un petit peu savonneuses. Par exemple, lors de la création des comités vérité-justice par le Secours Rouge, par le monde maoïste un peu large, une des premières enquêtes menées par un comité vérité-justice, c'est autour de l'affaire de Bruet en Artois. On montre ça là-bas, et il y a une affiche aussi. Et c'est une enquête quand même qui est une enquête à charge contre le notaire qui est supposé être le tueur-violeur de la jeune fille disparue, parce qu'il est notaire en fait, et en fait il était innocent. Donc il y a aussi des dimensions quand même très bizarres dans... C'est plus les Mao au sens strict, c'est le Secours Rouge, mais ce sont essentiellement des maoïstes. Oui. Et en fait, il y a deux moments importants. En 70, il y a un accident dans les houillères du nord de la France, un coup de grisouille, il y a 16 morts. Et là, pour le coup, les maoïstes vont créer une commission d'enquête sur place, qui va déboucher sur un tribunal populaire à la fin de l'année, en décembre 70, dont le procureur est Sartre. Et là, en revanche, c'est une vraie enquête qui est menée notamment avec des élèves ingénieurs de l'école des mines. Et il y a un bouquin qui est paru de Philippe Artière, le co-commissaire. Et en fait, c'est une enquête, c'est vraiment quelque chose de très maoïste, c'est-à-dire il faut faire l'enquête. Et leur idée, c'est que ce qu'on présente comme un accident, en vérité, c'est certes peut-être un accident, mais qui est issu d'un non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, d'un sous-investissement peut-être dans un certain nombre de choses. Donc ils vont mener l'enquête là-dessus. Et ça débouche sur un procès un samedi de décembre à Fouquier-les-Lances, qui fait le procès des houillères. Mais en parallèle, pendant l'année, il y a aussi quelques militants Mao qui avaient balancé des cocktails Molotov sur un bâtiment des houillères, sans faire de mort. Alors évidemment, les tentatives de violence Mao dans ces années-là, c'est avec chaque fois la volonté de ne pas tuer des hommes. Ils vérifient avant, ils font ça la nuit. Ça c'est quelque chose qui distingue quand même aussi de ce qui peut se passer dans ce qui est distingué, de ce qui pouvait se passer dans d'autres pays. Mais donc il y a ces militants qui sont arrêtés et qui vont être jugés devant la Cour de sûreté de l'État. Et le jugement devant la Cour de sûreté de l'État, c'est le lundi qui suit le procès des houillères en décembre. Et en fait, ce procès des houillères, c'est à la fois vraiment l'enquête et le procès des houillères, mais aussi une manière de mettre la pression sur l'État et d'entretenir aussi un rapport de force avec au moment du jugement de ces militants-là. Et par ailleurs, c'est aussi, ça court sur ces années-là, une critique de ce qu'est la Cour de sûreté de l'État, c'est-à-dire une juridiction d'exception pour juger des militants politiques. C'est un des sujets qui intéresse les profs de droit ici, cette question dans ces années-là de critique de la Cour des juridictions d'exception, donc la Cour de sûreté de l'État et puis les tribunaux pénaux des forces armées pour les objecteurs de conscience ou même les insoumis, qui pourtant sont pas des militaires mais qui vont être jugés devant ce type de tribunaux-là. Je lance un cri d'alarme. Que font les écolos? Le pouvoir, les gendarmes, que fait Brigitte Bardot? Une espèce de plus meurt là devant nous. Il y a de l'abus, le monde devient fou. Ce n'est pour une fois pas la faute aux chasseurs, pas la faute au climat, pas plus qu'aux pollueurs, non. Ce qui maintenant se produit sous nos yeux, c'est un étouffement hypocrite, insidieux. Faute de sang nouveau, toute race s'éteint. Dauphins, dinosaures, le terrible destin. Sont-ils déjà trop rares, ceux dont je parle ici? Est-il déjà trop tard? Peut-être, car voici 40 ans, messieurs, dames, que l'Europe s'ennuie. Sans le plus petit drame, sans le moindre conflit, sans se donner la chance, et depuis tout ce temps, de saluer la naissance d'un ancien combattant. On ne
c'est plus cher la guerre. Ça n'est pourtant pas con, manque de militaires, de blindés, de canons. Que leur faut-il encore de plus à ces blancs-becs, à ces états-majors qui gardent les pieds secs? Ils claquent mon pognon en manœuvre futile, en théorie bidon, en guéguerre inutile. Et pendant qu'ils s'amusent, coup de gueule, coup de bluff, l'ancien combattant s'use, on exige des neufs. Pardon, me direz-vous, on a pris des mesures pour tenter malgré tout de donner au futur des anciens combattants dignes de leur époque, qui tout frais, tout fringants rajeuniraient le stock. Laissez-moi rigoler sur vos tueries mesquines, vos massacres avortés au Tchad ou au Malouine. Ça se passait loin d'ici, c'était pour des gamines, tout comme en Algérie, tout comme en Indochine. Le vétéran, le vrai, à médaille et moustache, celui qui avait le béret, celui qui avait du panache, avait derrière lui, monsieur, plusieurs millions de morts. Il revenait joyeux, il en voulait encore. On savait ce qu'était la haine et la revanche. Et quand on s'étripait, c'était à l'arme blanche. On était entre nous, je veux dire entre blancs. Maintenant que voulez-vous, tout s'en va, tout fout le camp. On ne reverra plus, la nature est fragile. Toutes ces gueules tordues défilent dans nos villes. Oui, c'en est bien fini de ce glorieux passé. Et c'est la faute à qui? À vous qui vous taisez. Et ce n'est pas l'avenir, la prochaine hécatombe, qui peut me réjouir, puisqu'on dit que la bombe ne laissera ici-bas pas un être vivant, pas un seul, même pas un ancien combattant. Je lance un cri d'alarme, que font les écolos? Le pouvoir, les gendarmes, que fait Brigitte Bardot? Une espèce de plus meurt là devant nous. Il y a de l'abus, le monde devient fou. Michel Buller chantait l'armée et ses violences. Franck Véron, qui nous fait visiter l'exposition Riposte à la Contemporaine de Nanterre, nous a parlé aussi de la violence prônée par les mouvements maoïstes. Mais nous découvrons aussi dans l'exposition des documents sur les ripostes non violentes. Oui, parce qu'on disait il y a beaucoup d'histoires, mais il y a aussi de la géographie. Et dans la géographie, il y a Paris, il y a des usines, il y a l'Ypres par exemple, on ne va pas s'étendre là, mais il y a aussi le Larzac à partir de 71-72. Et notamment cette histoire que au moment où les paysans du Larzac décident de se mobiliser contre l'extension du camp militaire, ce ne sont pas des gens politisés, ils ne savent pas exactement comment il faut faire. Et il y a la présence de Lanza del Vasto vient faire une grève de la faim pour la Pâques 1972. Et c'est vraiment, alors c'est sans doute un petit peu compliqué, plus compliqué que la manière dont je le dis, parce que Lanza del Vasto et la communauté de l'Arche étaient déjà intervenus sur le Larzac pendant la guerre d'Algérie, au moment de l'internement de militants algériens. Donc il n'était pas inconnu sur le plateau. Mais en tout cas, sa venue et l'organisation du jeune produit une rencontre entre les mouvements non violents qui dans ces années-là commencent à se structurer, vous connaissez ça mieux que moi, et ces paysans-là qui vont trouver que c'est une forme de lutte intéressante pour eux. Et ce qu'on montre notamment ici, donc il y a plusieurs affiches et tracts qui évoquent la mobilisation du Larzac proprement dite, mais moi par exemple il y a quelque chose que je découvrais à cette occasion et qui m'a vraiment intéressé, c'est le mouvement du refus de paiement de l'impôt. Parce que en fait, il est organisé, alors il est très ancien, mais en tout cas en France, il est organisé dès le début des années 70, autour notamment de la communauté non violente de Montargis ou d'Orléans, dans le Loiret. Et au début, leur idée, c'est de refuser de payer 20% de l'impôt pour dénoncer la politique militaire de la France. Et en envoyant cet argent au Brésil pour un projet d'aide aux pauvres du Brésil qui est porté par un curé rouge qui est qualifié, j'avais trouvé l'expression, de Fidel Castro ou Che Guevara en soutane. C'était pas mal. Bref, en tout cas, ils essayent de mettre en place cette campagne de refus de paiement de l'impôt, mais ça marche pas vraiment en fait. Ils touchent pas beaucoup de monde. Et au moment où ils apprennent l'existence de ce mouvement, de l'émergence d'un mouvement non violent au Larzac,
concomitamment, il y a le projet de construction d'une bergerie, la Blaquière, d'une bergerie illégale. Alors, nous, évidemment, tout ça nous intéressait parce qu'on était dans l'illégalisme aussi. Et eux se disent, ben voilà, ce mouvement, c'est contre l'extension d'un camp militaire, ça correspond à nos positions, on va recycler notre mouvement en passant de 20% à 3%, ce sera peut-être plus facile de refuser de payer 3% plutôt que 20%, parce que quand on refuse individuellement de payer, tout ce qu'on risque en fait c'est de payer deux fois, parce que les 3% ou les 20 on les envoie au mouvement qu'on soutient, puis après le percepteur, parce que évidemment là on est vraiment dans le registre de la désobéissance civile, c'est-à-dire que c'est un refus qui est parfaitement assumé, on paye pas mais on envoie une lettre au percepteur pour dire qu'on paye pas, même dans les premiers temps ils envoient une lettre au président de la République, donc tout ça donc ils vont changer un peu leur mode d'action, passer à 3%, et l'argent qui n'est pas payé comme impôt est envoyé en soutien aux paysans du Larzac. Et là, il va se mettre en place une coordination nationale qui va longtemps envoyer de l'argent aux paysans du Larzac et qui existe jusqu'au début des années 80, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, elle existe encore après l'élection l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et nous, ce qui nous intéressait beaucoup dans les pièces qu'on montre, c'est que ce registre de la désobéissance civile, c'est un registre de désobéissance assumée et expliquée et explicitée. Et il y a un certain nombre de pièces qu'on montre comme ça. Par exemple, celle-ci, là, refuser une partie de votre impôt, c'est vraiment le mode d'emploi du refus du paiement de l'impôt. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on risque? Alors, soi-même, pas grand-chose. Par contre, ceux qui organisent, et ils risquent un peu plus, quoi, parce qu'à partir du moment où on organise quelque chose de collectif, là, il y a des risques d'amende et même de peine de prison, je crois. Et en tout cas, ce genre vadémécum, ça nous intéressait bien. On le montre aussi sur comment fabriquer un journal mural, on a une pièce comme ça, comment occuper un logement vide, c'était aussi une pièce de l'époque, et voilà des formes de désobéissance et de défi à la loi, on va dire. Et on sait combien de personnes on le sait, je pourrais pas te le dire là, mais oui, on le sait parce que, alors pour le coup, ça me ramène aux archives. Ça vient des archives de quelqu'un qui s'appelle Vincent Roussel et qui était le coordinateur. On voit son nom d'ailleurs sur la pièce à droite, le coordinateur de cette action-là. Donc dans ces archives, c'était quelqu'un de très organisé, et donc chaque année, par exemple, les bilans financiers que les gens annonçaient à la coordination combien ils avaient envoyé, donc il y a vraiment des bilans très très clairs, et lui il est en train d'écrire un livre en ce moment où il raconte cette histoire vraiment à la base, et ce que j'en ai lu c'est vraiment super, parce que c'est pas quelqu'un qui raconte après coup, il part vraiment des éléments, il a même retrouvé des collègues de l'époque quand il est pas sûr des choses, il vérifie, c'est super son affaire. Et donc là je suis incapable de te répondre, mais plusieurs milliers je crois quand même. Après c'est un petit peu comme pour l'objection de conscience, c'est que la publicité donnée à l'acte te coûte plus cher que l'acte lui-même. C'est dans la loi pour l'objection de conscience, vous connaissez mieux que moi, mais c'était ça, la loi disait qu'on n'avait pas le droit de faire la publicité pour l'objection de conscience. De Gaulle l'avait accepté, mais la commission. Voilà, moi je trouvais que c'était des choses, c'est des mouvements de ces années-là qui, à mon avis, sont moins connus aujourd'hui. Moins connus aujourd'hui. Problème, parce que j'étais allé voir le percepteur, j'avais dit je retire 20%. Carrément, parce que 20% qui partaient pour l'armée, et il m'avait dit non, c'est tout ou rien. Et je suis reparti, j'ai dit ça sera rien. Et finalement après j'ai pris goût parce que ça a duré 13 ans, je crois, j'ai pas payé d'impôts. T'as envoyé l'argent avec non rien. Non. Le percepteur est toujours en vie. Ah oui, j'ai pas. Non, mais. Ah bah oui. Non, mais j'avais des adresses. Je m'étais organisé, mais je me suis fait rattraper une fois au boulot quand même. Au boulot, il m'avait téléphoné et puis fallait que je me présente et tout. Et la bonne femme des impôts qui m'interrogeait et tout ça. Je voyais ma maison en face, j'étais juste à côté et je lui ai dit que j'avais une adresse dans le 93, j'habitais dans le 94, mais si c'est le 93, c'est pour moi, ça va repartir et tout. Et je croisais après la bonne femme presque toutes les semaines qui promenait son chien chez moi. En tout cas, dans les mobilisations illégales de ces années-là, ou en tout cas les formes d'action qui encore une fois jouent avec la loi, ces formes d'organisation des mouvements non violents nous ont intéressés, et on en montre quelques-uns avec des répertoires d'action comme la grève de la faim, de l'affichage sauvage, des sit-ins,
on montre pour les brûleries, je reprends l'expression de papier militaire par exemple. Ah oui. Il y a le renvoi des papiers militaires, mais il y a aussi parfois, là on a un tract qui appelle à brûler ces papiers. Alors là aussi on est vraiment dans le registre de la désobéissance civile assumée. C'est ce qu'a fait Maurice Monté aussi, brûler les... Oui, il était peut-être. Oui, il a brûlé les... Le tract est ici, c'est l'appel du... Alors là aussi dans les passés dans le présent, il y a la guerre d'Algérie, mais c'est pas un hasard si c'est l'appel du 6 juin. Ça évoque quand même quelque chose, et on appelle à brûler les papiers Esplanade des Invalides. Et donc on invite des journalistes, des photographes ce jour-là pour bien enregistrer l'événement. Ce qui nous intéressait aussi, donc j'ai évoqué Vincent Roussel, ce qui est vraiment intéressant, c'est que lui il a constitué des dossiers d'archives, on en voit par exemple un ici, autour de ces questions-là. Donc il a fait des sortes de scrapbooks avec des coupures de presse, des tracts, des copies de lettres parfois, et qui vraiment documentent toute une mobilisation. Donc pour répondre à ta question tout à l'heure, c'est vraiment le genre d'archives à partir desquelles il faudrait aujourd'hui, sur lesquelles il faudrait s'appuyer pour raconter ces histoires-là, quoi. C'est pour le refus de l'impôt, je pense qu'à part des témoignages des uns et des autres, c'est pas quelque chose de très étudié jusqu'à présent. Non, moi je connais. Avant de me mettre dessus, je connaissais pas du tout. Hein. Oui, et puis de le reverser à autre chose, quoi. C'est pas simplement de refuser à quoi sert l'impôt, c'est de choisir. Pour la désobéissance civile, il y a vraiment cette idée d'une action collective, assumée. Et expliquer, assumer, et eux ils sont vraiment dans cette chose-là, et qui est faite aussi pour le bien commun en air. Et notre objet, nous encore une fois, c'est le rapport à la loi. Mais l'idée c'était de rappeler quand même que l'action des travailleurs de l'IP, le fait de prendre le stock de montres et de le vendre, c'était illégal. Et même si et ça, je trouve que c'est intéressant de voir aussi comment l'illégalisme parfois suscite un sentiment de sympathie immédiat, puis parfois on trouve que c'est illégal, donc c'est pas bien. Mais voilà, en tout cas pour eux, avec aussi parfois une forme d'humour, hein, parce que la grande brochure là-haut, la loi de Palante, c'était le lieu de l'usine de l'IP, donc voilà quoi, on fait quelque chose d'un peu esthétique. Et puis cette pièce-là, on l'a montrée. Souvent, là, mon collègue co-commissaire dit, donc c'est pour la décrire, c'est une sorte d'histoire de l'IP, comme une sorte de roman photo, en 15 photos. Et pour essayer de plaire aux étudiants, parfois il faut être un petit peu démagogique. On dit que c'est comme une story Instagram d'aujourd'hui avant la lettre. Tu résumes un mouvement en 15 images avec du texte. Finalement, il y a de ça. Et en tout cas, dans les pièces qu'on montre, à un moment j'ai dit qu'on avait des pièces qui étaient des mécoms de telle ou telle action, et il y en a d'autres, c'est le résumé de l'action. Comment tu résumes ce que tu as fait en quelques images et en quelques textes. Et là, c'est vraiment ça. Et pour le coup, ça commence... ça nous plaisait parce que ça commence, première période, l'autorité contestée. Et la dernière image, c'est une dame qui sourit en disant c'est illégal. Et on est vraiment dans le registre, nous, qui nous intéressait. Après, évidemment, sur la question des modes d'action illégaux en entreprise, puisqu'on est dans cette vitrine-là, il y a la question qui est vraiment récurrente dans ces années-là, des séquestrations de contremaîtres ou de patrons. Alors évidemment, là, on montre une double page de la cause du peuple. Une séquestration, c'est aussi une fête, avec le récit très positif depuis le point de vue militant, mais on peut se poser aussi la question quand même de qu'est-ce que c'est qu'une séquestration pour celui qui l'a subi. Enfin, encore une fois, notre exposition, c'est pas une exposition militante, on montre des choses, mais on aimerait bien que ça suscite aussi des questions. Même chose au-dessus sur la question du sabotage, par exemple, on montre 2 tracts diffusés à Flins, avec un tract du petit groupe Mao de base de Flins qui revendique une action de sabotage, et un tract de la CFDT qui explique pourquoi ce type d'action-là, selon eux, va se retourner contre les travailleurs dans l'usine. Notre idée, nous, c'est de montrer les 2 pièces, et puis voilà. Tu l'as remarqué. Oui. Après, on est aussi sur la question de la dénonce du rapport au contremaître. Ou alors, évidemment, c'est aussi une période où, dans les usines, alors ça, c'est complètement oublié, il y a aussi une vraie répression contre les syndicats dans les usines. Avec avec des créations de syndicats jaunes, la CFT notamment, avec les milices patronales, ça c'est vraiment oublié aujourd'hui, mais là aussi il y a de l'électricité, quoi, pour ainsi dire. Mais là on montre un petit document qui souvent fait sourire, c'est un petit tract, il est écrit « Je suis bête, je fous sans arrêt des sanctions, je ne connais rien au boulot, je suis chef et je m'appelle », il y a un petit cadre où on peut mettre le nom, et ensuite il est écrit « Bientôt je vais me faire casser la gueule ». C'est vrai qu'on sourit. Mais à côté, on a
donc ça vient des archives d'un militant de Vive la Révolution qui a gardé des petits autocollants qui étaient collés dans l'atelier de mécanique à Flins. Et là, pour le coup, donc on est vraiment, c'est local, et on dénonce nominativement un contremaître ou un chef. Le bouc salope, Bernard sale raciste, c'est quand même un petit peu violent, quoi. Et là, on montre une de rouge. Alors, c'est étonnant que ce soit dans rouge parce que ça renvoie à des pratiques, par exemple, de la révolution culturelle chinoise, mais ces 2 militants de la CFT, donc un syndicat jaune, qui ont été attrapés par des militants vraisemblablement de la Ligue communiste ici, et qui sont exhibés dans la rue avec des panneaux autour du cou. L'un est écrit fasciste CFT Citroën, et l'autre, je faisais partie hier du commando fasciste Citroën qui a attaqué avec des barres de fer des mal logés rue Jeanne d'Arc, qui a enlevé et brutalisé 4 jeunes filles, qui a violé à 3 reprises l'une d'entre elles. Et d'exhiber quelqu'un comme ça dans la rue avec ce panneau, c'est quand même aussi quelque chose d'extrêmement violent. C'était quelque chose de très très particulier, hein, très à Citroën. C'est très très particulier. La CFT. La CFT ouais. Et la situation générale, ouais. Parce que moi je raconte toujours le souvenir le plus marquant de mai 68. Je suis rentré à Citroën de Valois où travaillait mon père, et à l'intérieur, hein, donc c'est immense. Hein, il y a une rue avec des lampadaires, et à chaque lampadaire il y avait des pantins pendus, et c'était pas nominatif justement, parce que là c'était la CGT qui organisait, donc, mais c'était je suis un contremaître de la CFT, je suis un interprète, parce que c'est les drôles, surtout qu'il y avait ceux qui étaient les plus détestés, c'est les interprètes espagnols, portugais, marocains, qui étaient payés par les ambassades de leur pays et qui contrôlaient, qui dénonçaient donc il y avait une haine vraiment très forte, mais justement c'était pas nominatif. Et il y avait tout le long, donc j'ai l'image en tête que tu n'as jamais revu, que j'ai jamais revu, que j'ai jamais trouvé, y compris dans une plaquette que j'ai sur mai 68 chez Citroën. J'ai une petite plaquette publiée peu de temps après, mais il n'y a pas ces photos. Oui, il y a un film qui a été fait sur le Citroën Clichy. Il y a un film militant qui est très bien fait. Le Valois. C'était Levallois. Et donc il y avait vraiment comme une rue, c'est une rue intérieure, mais une rue avec des lampadaires, et tous avec c'est impressionnant, des pantins, des mannequins taille réelle, pendus. Il n'y a eu aucune violence, hein. Aucun n'a été maltraité en réalité, mais il y avait une violence symbolique. C'était le contrôle complet. La CGT était clandestine. La CGT, sauf quelques-uns qui étaient déclarés officiellement, qui étaient des martyrs, hein, qui étaient des martyrs. Et mon père avait retrouvé des collègues espagnols avec qui il travaillait, mais il les avait trouvés à la fête de l'UMA, au stand espagnol. C'est le seul endroit où mes parents allaient, ils allaient juste là, et il avait rencontré des collègues, tu vois, il découvrait jamais. Mon père n'était pas militant, hein, il était immigré, mais pas réfugié politique. Mais pour l'expo, ça me permet de souligner quelque chose que j'ai complètement oublié de dire, c'est que ce type d'action-là, évidemment, on les voit pas dans notre expo parce que c'est pas dans les archives à partir desquelles on est parti. Chez nos militants, là, la CGT, pour le dire très vite, c'est des ennemis. Le PC et la CGT, c'est le parti de l'ordre. Et ça mérite. Enfin, pour le coup, on a bien conscience que tout ce qu'on a, enfin déjà les archives d'une manière générale, mais aussi cette expo, tout ça, ça doit être complété par tout un tas d'autres choses ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Non, mais ça, c'est important. Parce que toi, tu le sais, mec. J'ai oublié de le dire. Et pour les archives de la CGT, il y a l'Institut d'histoire sociale de la CGT qui a de très belles collections. Pour Citroën, je sais pas, mais Renault, là on a quelques archives concernant Renault, puis il y avait une association des anciens de Renault, y compris avec des ingénieurs ou des cadres, mais qui travaillaient sur l'histoire de l'usine Renault, mais aussi des mobilisations au sein de l'usine Renault, qui ont produit des choses très riches. Citroën, je sais pas. C'était une autre planète. C'était réellement une autre planète dans ces années-là, les années qui nous concernent. Hein. C'était vraiment une autre planète. Au cours de la visite guidée de l'exposition Riposte à la contemporaine de Nanterre, certains visiteurs interviennent pour apporter des compléments d'information. Alors pour l'usine Citroën, qualifiée même de dictature par ceux qui y ont travaillé, c'est le témoignage de Denis que vous venez d'entendre.
Et maintenant, Franck Véron nous décrit un très grand mur d'affiches qui se trouve donc dans la deuxième salle. Donc la manière dont on l'a pensé, le mur d'affiches, c'est on peut partir du mur d'affiches et à partir des événements évoqués chercher les traces, ou les développements de ces événements dans les vitrines, ou à l'inverse faire le tour des vitrines et puis ensuite de retrouver des échos. On a évoqué par exemple les comités Vérité-Justice, le Larzac, etc., Pierre Auvernay. Et ce qui nous a frappé, nous, dans les affiches de ces années-là qu'on a regardées, c'est que pour certaines, elles s'inscrivent quand même dans la continuation des affiches d'atelier de l'ex-école des Beaux-Arts de 68. Par exemple, celle avec, au sujet de Tramoni, c'est à vous de juger, le logo Renault sur la tête. Mais qu'un certain nombre d'autres, on trouvait qu'elles étaient beaucoup plus sombres aussi quand même. C'est des affiches de combat qui dénoncent, qui sont dures, quoi. Maintenant, la police torture, la police assassine, ils veulent tuer. On trouvait, voilà. Mais je sais pas, toi, Joël, ce que tu en penses. Si t'as cette idée. Joël, le spécialiste des affiches. C'est quand même, oui, c'est bien distribué, quoi. Il y en a pas mal du Larzac, il y en a beaucoup que j'ai pas d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi, que j'avais jamais vu. On nous a dit aussi que souvent à l'époque, quand on collait, on en collait 5 ou 6 à la suite du même truc. On faisait un mur d'affiches. Donc on s'est dit, nous aussi on va faire un mur d'affiches. Mais après c'était un peu dur là je vais vanter nos collections, on a beaucoup d'affiches. Et c'était assez dur de savoir d'arriver à choisir. Finalement on a eu du mal. Bref, voilà, il y en a comment les assembler aussi. Il faut, ça. Oui, pour les assembler, avec les scénographes, on a réfléchi quand même à la manière de les assembler au mieux. Et après, sur les histoires de collection d'affiches, au milieu, on a mis une affiche manuscrite collectée sur le campus, et vraisemblablement, mais ça, vous vous en doutez aussi, elle a été conservée, non pas pour ce côté-là, mais elle est au dos d'une autre affiche, et c'est sans doute l'autre affiche qui avait été gardée. Oui. Et ça pose la question pour vraiment de la consultation des documents les plus éphémères. Et ce qui m'avait frappé, là, pour le coup, peut-être même qu'on pourra conclure cette visite là-dessus, c'est que j'ai commencé en parlant de l'exposition précédente de Philippe Artière aux Archives nationales, Archives du pouvoir. Et ce qui m'avait frappé, c'est comme c'était des archives, par exemple, de police qui devenaient consultables à cette époque. Il y avait notamment des archives de saisie après la dissolution, par exemple, de la JCR en juin 68. Et il y avait encore des liasses de pièces saisies dans les locaux de la JCR à la Sorbonne, mais jamais touchées. Et là, il y avait vraiment des affiches, mais avec le contenu, je sais pas, rendez-vous demain à la cafette, pensez à amener une bouteille de vin blanc, mais vraiment des trucs. J'avais jamais vu un témoignage aussi comme ça, quotidien, ordinaire, de ce que c'est que s'organiser dans une occupation d'université pendant X temps, quoi. Et quand tu es archiviste, ça t'interroge ces choses-là, parce que comment tu fais pour garder des traces un peu d'une mobilisation ordinaire, vraiment. Bref, voilà. Et dans la collection d'affiches alors de Jojo, est-ce qu'il y en a là que tu as déjà, ou est-ce que tu en découvres encore? Il y en a une partie que j'ai, oui, j'en ai une partie, oui. Il y a celle du PSE, il y a celle contre l'armée, il y a contre les flics, il y a le SAC, la DST SAC. Et ce sont tous des affiches que tu as collectionnées à l'époque, ou tu les as retrouvées par la suite? Ah non, j'ai collectionné à l'époque, ouais. Ouais, on les a faites en direct. Le coup de la DST, c'était Libération. C'était un gars de Libération, je sais plus, c'était Chemin, je sais plus qui avait trouvé ça. C'est impressionnant, ça a fait un peu flop, mais c'était une grosse histoire, quoi. Parce que ils avaient déjà prévu d'incarcérer tous les meneurs, et de les incarcérer dans les stades. Et avec ministre de, c'était qui, ministre de, je me rappelle plus trop. Tu vois, c'était les imprimeurs libres. Ça vient des imprimeurs libres. C'est où tu as travaillé. Oui, on a commencé comme ça. Mais là, c'était marqué des fois d'où venait l'affiche, mais il y avait aussi des affiches où on ne marquait rien. Pourquoi? Ah oui, mais... On ne marquait pas la provenance. Oui. C'est-à-dire qu'en à partir de 72, il y a eu quand même une loi avec Giscard, je crois,
comme quoi on devait mettre la provenance de l'affiche dans le nom de l'imprimeur et puis les gens qui avaient fait l'affiche. Et ça, c'était pour les choper après, quoi. Et alors, ça a été respecté, ça? Non, on n'avait pas l'intention. On n'avait pas l'intention et on n'a pas respecté pendant longtemps, très longtemps. Ouais. Puis bon, des fois, on oublie. Il y a un oubli, on oublie. Non. Non, bah parce qu'après, oui, il y avait quand même la gendarmerie qui venait faire une enquête des fois. Bon, l'imprimerie. Oui, ils venaient demander les responsables. Bon, en gros, on n'a jamais dénoncé personne. Ça avait été payé au noir. Les gars qui sont passés comme ça, on leur a fait leur affiche et puis ils sont partis. On les connaît pas. Mais bon, c'était un gros problème parce que ça a été le début de la répression sur l'affichage en général, sur les murs. Après, il y a eu les Verts qui ont prétexté que c'était du papier dépensé comme ça. Et maintenant, on ne voit plus d'affiches. On est en 2024, il y a pratiquement plus d'affiches. Alors, il y a des bornes qui sont faites exprès pour poser des affiches, mais elles sont insignifiantes. On n'arrive plus à coller vraiment, à informer, parce que les affiches, c'est pour de l'information. Hein, c'est pour donner les dates des manifestations, mais on est dans une drôle de période là parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a même plus le droit de faire des manifestations. De plus en plus, il y a des manifestations qui sont interdites, et ça c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc plus de manifestations, plus d'affiches. Mais tu en trouves encore, tu en as encore trouvé à Nanterre là. Oui, bah ça c'est un réflexe. Il y en a quand même pas mal là, quand on les... Non, mais c'était des affiches de théâtre, choses comme ça, quoi. Mais bon, moi c'est uniquement ce qui m'intéresse, c'est les politiques et puis l'histoire du mouvement sur place. Après le conservateur de l'exposition Franck Véron, qui nous a fait visiter l'exposition Riposte à la Contemporaine de Nanterre, c'est Joël Vacher, notre ami imprimeur et collectionneur d'affiches, que nous venons d'entendre parce qu'il a réagi devant le grand mur d'affiches de la salle. Toutes les pièces de l'exposition n'ont pas été présentées dans cette émission et beaucoup restent encore à découvrir pour les futurs visiteurs. Nous vous invitons donc, vous les auditrices et les auditeurs de Civis Pacem et surtout les jeunes, de se rendre à la Continentale de Nanterre pour visiter gratuitement, je le souligne, cette exposition qui concerne toutes celles et tous ceux qui s'intéressent aux luttes anti-autoritaires. Je vous signale aussi qu'un catalogue très complet de l'exposition avec texte de présentation et photos a été conçu par la Contemporaine et édité par le CNRS. Et il me reste maintenant à remercier le conservateur Franck Véron, qui nous a montré à travers les archives que les luttes et les actions restent toujours d'actualité. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Puisque la seule valeur qui vaille dans cette fin de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire, les avoirs et les pépettes, la fortune, la grosse galette, le flouze et les picaillons, le capital et le pognon. Dans ma grande naïveté, une question me préoccupe, la nouvelle pauvreté. Faut nous dire combien ça coûte, 1 kilomètre d'autoroute, Superphénix réformé, un grand stade à footballer. Combien ça coûte une famille pour qu'elle survive une année, juste en bouffant des lentilles et en payant son loyer? Combien ça coûte la souffrance, combien ça pèse la détresse,
combien ça cote l'indigence dans notre beau pays de France. Oui, dites-moi combien ça coûte un Charles Leclerc, un Exocet, un joujou de chez Dassault, un TGV supersonique, un cocktail ministériel, les grands travaux présidentiels. Combien ça coûte le prestige, combien ça coûte l'indifférence. La 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 soin. La seule valeur qui vaille dans cette fin de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire.